Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, messieurs, c'est le temps de parler de football avec Marc Schreibert. Il était tellement bon entraîneur de football que Rick Campbell le voulait dans son club et on l'a même considéré pour le poste de commissaire dans la Ligue canadienne de football. Il est maintenant un des meilleurs analystes dans la francophonie. Sur les lignes de côté, allons rejoindre Marc Schreibert. L'espoir des Raiders en ce moment repose sur un nom qui s'appelle Fernando Mendoza. T'avais Brady, t'avais la gang des Raiders qui salivait après cette victoire des Hoosiers. Et Mendoza, on l'a entendu dans notre préambule, il est beau dans tous les points de vue. Il parle bien, il joue bien. Ça va être beau côté marketing, ce petit gars-là. Ça va être quelque chose parce qu'il rentre dans la mouture des nouveaux corps arrière professionnels qui sont agressifs, qui sont physiques, qui n'ont pas peur de courir avec le ballon. Puis pour les gens qui ont choisi de regarder le match ultime du football universitaire américain hier, vous avez été bien servis parce qu'il a fait un toucher qui a fait la différence dans le match sur une course d'une vingtaine de verges. Puis on la il n'y a voit rien à d'ailleurs, envier. Là. D'ailleurs, on le voit à l'écran. Donc, il n'y a rien à envier aux corps arrière qui adorent porter le ballon, qui sont déjà dans la NFL. Je pense qu'il y aura toute sa place. Puis en passant, c'était un match hier, une grande finale, avec des grands jeux. Puis il y a des joueurs qui savent faire des grands jeux dans des grandes occasions. Ben, il y a eu un botté de dégagement bloqué pour un toucher. Il y a eu une course de 57 verges pour un toucher. Il y a le jeu qu'on vient de voir. Et donc, c'est le fun de voir que le football universitaire donne autant de spectacles parce que ça veut juste assurer la relève de la NFL par la suite. D'ailleurs, c'est pas nécessairement les deux équipes qu'on avait pressenties pour se rendre là. Et pourtant, le spectacle en valait la chandelle. Ouais. Les meilleures équipes qui seraient présentées là, pas sûr qu'on aurait eu un spectacle comme celui-là. Alors, chapeau à Indiana et chapeau également aux Hurricanes qui vont faire une très belle opposition. Il y a des résultats maintenant qui sont connus pour les finales de division dans la NFL. Il y a des résultats décevants pour certains, réjouissants pour d'autres. Commençons par les Broncos qui n'emportent 33-30 face aux Peterbilts qui qui ont laissé aller Sean McDermott, l'entraîneur, au lendemain de cette défaite-là. Ta réaction à tout ça? Ça n'a pas été long. Donc, un match super serré, 33-30, les Broncos gagnent. Puis les Broncos, c'est une des deux équipes qui avait un bail, donc qui avait fini premier de la conférence. Donc, qui est un peu plus reposé. Moi, voici les éléments que j'ai retenus de ça. Ben, d'ailleurs, tout le monde en parle depuis. Je pense que la NFL va devoir réviser la révision, ou plutôt la définition de ce que c'est un catch. Parce qu'un catch très controversé qui a été refusé aux Bills, qui leur a coûté le match. En prolongation, puis à cause de la prolongation, tu n'as pas le droit de faire un challenge. Et McDermott a pris un de ses propres temps morts pour envoyer le message aux arbitres. Vous devriez regarder au moins ça. Puis si le catch est accepté, c'est eux qui font le 3 points pour gagner le match. Et puis je peux te dire qu'il y a des catchs équivalents dans la Ligue qui se sont faits durant le week-end, qui sont allés dans l'autre direction. Donc, ça fait parler. Pour moi, en passant, les Bills là, étaient trop prévisibles. Ça paraissait quand on voulait courir le ballon. Ça paraissait quand on se mettait en formation pour faire une passe. Et d'ailleurs, les Bills ont 5 revirements. Donc, ça ne les a pas aidés. Et je pense parce qu'ils étaient prévisibles, justement. De l'autre côté, autant que les Broncos ont gagné le match, ils ont perdu leur corps arrière. On a tous vu ça. Et quelle saison extraordinaire qu'a eu le jeune Bo Nix. S'en aller en finale de conférence sans ton carré numéro 1, ça sera pas simple. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais ça n'enlève pas qu'on a eu quand même tout un match. Et les Bills, d'après moi, auraient pu avoir un match plus facile s'ils n'avaient pas obtenu 5 revirements. Un résultat décevant, pas pour le résultat, mais dans l'allure du match. Les Seahawks qui l'ont fait passer face aux 49ers. Les Seahawks, une grosse machine, bien huilée. Mais de jouer de cette façon-là, être dominant de cette façon-là, moi, si je suis les 49ers, je me gratte la tête de savoir ce qui s'est passé, là. En tout cas, aux gens à qui j'ai parlé, qui sont des fans qui suivent la NFL, il n'y a personne qui pouvait s'imaginer que ça aurait été un match à sens unique comme ça. Les 49ers ont eu une belle saison, eux aussi. Tout à fait. Et ce qui a fait la différence, Nicolas, là, les 5 gros bonhommes, puis le centre arrière et le tight end des Seahawks
ont eu une performance dominante physiquement. Au sol, là, c'est exceptionnel de voir ça. 175 verges au sol, 3 touchés par la course. Les Seahawks ont dominé l'adversaire parce qu'ils ont dominé le jeu au sol. Ils ont réussi à faire une superbe pression sur le carrière adverse quand ils étaient à la défensive. Donc, une pression à 7, c'était jamais les mêmes qui pressaient. Et donc, je pense qu'ils ont dominé l'équipe adverse parce qu'ils ont dominé physiquement. Et encore une fois, c'est la deuxième équipe qui avait un bail. Les Seahawks étaient bien reposés, 14 jours sans faire de plaqué, sans faire de bloc, sans faire de contact. Je pense que ça a sûrement aidé à la fin du match. Moi, te dire une affaire également, là, c'est toute une histoire, celle des Patriots, qui se poursuit à part de ça. Ceux qui détestent les Patriots puis les fans là, qui ont passé 20 ans à tout gagner, ils ont dit, eux autres, là, ils en ont pour un autre 20 ans à remonter puis à faire un cycle. Mais savez-vous quoi? Ça aura pris un gros total de 3 ans puis les revoilà parmi les meilleurs. Et là, maintenant, une prétendante au titre. Wow! Drake May, le fier successeur à un certain Tom Brady. Moi, je vais te dire, c'est ma surprise du week-end. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on regarde aller les équipes qui nous ont quand même toutes surpris un peu cette saison. Les Patriots, c'est une grande fiche gagnante durant l'année. Et là, on démontre pour un deuxième week-end consécutif en série qu'on est capable de jouer. Et pour moi, c'est le match défensif du week-end. Les Texans, là, ont 5 revirements, 4 interceptions de la part du corps arrière qui manquait de précision. Sa prise de décision n'était pas tellement bonne. Mais je vais te dire pourquoi, Nicolas. C'était très mélangeant. La défensive des Patriots a constamment changé le type de couverture sur les receveurs de passe et je pense qu'ils ont bien joué parce qu'ils les ont surpris. Et les Patriots commencent pour moi à être l'équipe qui se présente en jour de match. Il y a quand même un catch exceptionnel qui s'est fait d'un receveur qui s'appelle Bouté, là, avec une main. Et ça, c'était sur un 4e essai. Un 4e essai. Et on convertit une passe super longue comme ça. C'était exceptionnel. Et donc, maintenant, autour des Patriotes, d'aller jouer contre qui? Contre les Broncos qui viennent de perdre leur corps arrière. Écoute, les Patriotes, ça regarde bien, je dirais. Ça regarde très, très bien. Et même s'ils ont perdu, je vais te dire que ça regarde bien également si tu es un fan des Bears parce que la fin de match qui a poussé à la prolongation, Caleb Williams. Et là, toi, là, t'es la meilleure personne pour nous parler du niveau de difficulté de se lancer. Puis même si on va dire, là, OK, c'est un je vous salue Marie, puis Caleb Williams, c'est un geste désespéré. Non. Moi, je suis convaincu qu'il savait exactement où Kmet allait être à ce moment-là, ce qui a permis de faire cette passe sur sa mauvaise jambe à part de ça. Comment tu as apprécié cette sortie de Caleb Williams? Retenons aussi que c'était 4e essai, 4 verges à faire, 20 secondes qui restent dans le match. Tu perds par un toucher. Puis attention, vous voyez tout le terrain qui est derrière moi, là. Quand il a reçu le ballon de la part du centre, il a commencé par reculer un peu. Là, il a vu de la pression. Au total, je suis allé vérifier comme il faut en arrêtant le jeu quelques fois. Il a reculé de 27 verges. Oh my God! Donc, il recule de 27 verges pour se donner du temps, puis il lance en déséquilibre sur le pied arrière, une passe parfaite. Ouais, dans les statistiques, Nicolas, ça dit une passe de toucher de 14 verges. Mais oui, c'est parce qu'on oublie les 27 verges qui a reculé pour se donner la chance de passer. Pour moi, je te le dis, c'est peut-être le jeu de l'année. C'est malheureux que c'est dans une cause perdante, mais c'est dans une cause perdante, Nicolas, parce que voici les éléments qui ont retenu mon attention dans ce match-là. Moi, je me suis noté, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Semaine après semaine, les Bears n'ont jamais une première bonne demi. C'est bien beau de revenir de l'arrière, mais à certains moments, ça te joue des tours. Et puis, ils ont eu des sérieux problèmes en court gain. D'ailleurs, j'en reviens pas des mauvaises décisions qu'ils ont prises. Écoute, c'est 3e et 1 ou 4e et 1, puis ils mettent le carrière en shotgun en arrière. Ça veut dire que tu as une verge à faire. Mais déjà, tu décides de reculer le ballon à remise 5 verges en arrière pour en chercher une après. Je ne comprends pas, il n'y a plus personne dans la Ligue qui fait ça. Et donc, il y a des décisions qui ont été prises au niveau des choix de jeu que je remets en question. Et d'après moi, il y a plusieurs personnes qui le font aussi. Mais finalement, Nicolas, étaient où les jambes de Caleb Williams? C'est peut-être ton meilleur athlète.
Ils ont eu des matchs cette année où lui-même, il y avait des jeux de prédéterminés, il pouvait courir un peu plus, ou au moins rouler à gauche puis à droite pour acheter du temps. Ils s'en ont pas servi. Donc, j'ai été un peu surpris, un peu déçu de l'utilisation de Caleb Williams, mais tu as raison, les Bears ont des belles années devant eux. Et chapeau aux Rams qui poursuivent leur belle saison. Oui, les Rams avec un Matthew Stafford qui devrait être celui qui va hériter du MVP. On verra bien, mais donnons encore une fois là, un peu de crédit aux Rams qui ont fait un excellent travail. Ça n'a pas été une soirée où les deux corps arrière ont été les meilleurs de leur formation, mais ça en prend un qui donne au moins le minimum. Stafford a fait le minimum pour au moins aider son club, là. Oui, tu as raison. Puis, tu as raison. On a eu quelques matchs depuis le début des séries. On en a parlé, toi puis moi. C'était pas nécessairement des matchs de carrière. À un certain moment donné, tu peux pas toujours te fier qu'au joueur qui a toujours le ballon dans les mains. Oui, il a besoin des 10 autres joueurs autour de lui. Et donc, cette fois-ci, ça a été un match où certains joueurs ont fait certaines grandes choses. Je te dirais que c'était comme ça sur l'ensemble du week-end. Je retiens pas un carrière qui a eu une grande performance. Si on regarde le tableau des séries pour la semaine prochaine, les finales de conférence, comme on dit, je pense qu'on aura droit à des grands crus. Là, Seattle contre les Rams, évidemment, les Patriots contre les Broncos qui sont amputés d'un beau Knicks. Hâte de voir comment Stedman, si je ne me trompe pas, le corps arrière numéro 2, se sent. Et j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de jeux à l'offensive qui vont se faire par la course et non par la passe. Tu as bien raison. En passant, il y a un Tom Brady comme ça qui s'est pointé au début de sa carrière en remplacement d'un autre corps arrière que personne ne peut nommer. Ah ben, à part toi. Drew Bledsoe. Puis, hein, on t'a dit, mais qui c'est Tom Brady? C'était la même affaire. Donc, on va souhaiter la meilleure des chances aux remplaçants des Broncos. Tu as parlé de l'incident du match des Bills où un mauvais appel, selon plusieurs, de l'arbitre. Aujourd'hui, pour la célèbre chronique avec vos lunettes de coach, on ne met pas de lunettes de coach, on va mettre nos lunettes d'arbitre aujourd'hui. Puis là, tu vas nous aider à déceler justement ce qui est une interception ou non. Une PI, pass interception, sur un jeu comme on a vu contre les Bills. Est-ce que ça devient difficile maintenant de comprendre c'est quoi les définitions? Je pense qu'il y a un règlement qui est écrit, puis un peu de place à l'interprétation, comme dans tous les sports. On a toujours besoin de quelqu'un qui va trancher. C'est pareil au hockey, sur une retenue, mais dans ce cas-ci, surtout quand on parle des catchs ou encore qu'on parle des retenues qui ont un impact sur un jeu, fait que tu complètes un jeu de passe incroyable, puis là, tu as eu un drapeau de lancer au sol, et là, l'officiel dit qu'il y a une retenue à l'offensive. On annule le jeu, puis on recule le diverge. Ça arrive à chaque match, Nicolas, puis j'entends toujours des fans qui sont un peu mélangés. Voici comment retenir ça avec vos lunettes d'officiel cette fois-ci. Je vais vous inviter durant le match à regarder quelque chose de différent. Quand vous allez entendre qu'il y a une pénalité d'appelé puis on vous montre la reprise, retenez la chose suivante. Il y a une différence entre bloquer puis plaquer au football. On bloque quand c'est notre équipe qui a le ballon. Ça veut dire qu'on bloque un adversaire pour l'empêcher d'aller rejoindre notre porteur de ballon qui est derrière nous. Donc, on protège, on bloque l'adversaire. Quand on est à la défensive, on plaque l'adversaire. On veut l'amener au sol. Donc là, c'est un règlement de bloc, qu'on protège le corps arrière, ou on protège le porteur. Qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire? Bien, 3 choses très, très simples, Nicolas, à laquelle vous allez le remarquer, vous aussi, sur la reprise. Il faut d'abord et avant tout faire ce qu'on appelle le jeu du miroir. Si le joueur devant toi que tu veux empêcher de se rendre à ton coéquipier derrière se déplace d'un côté, il faut que tu te déplaces avec. Il faut toujours essayer de rester devant lui. On dit qu'on fait un jeu de miroir. Je fais un pas à gauche, je fais un pas à gauche. Il faut juste que je reste devant lui pour l'empêcher de passer. Donc, je ne peux pas faire une corde à linge où je l'empêche de passer avec mon bras. C'est mon corps qui doit être devant lui. Deuxième élément, je dois toujours avoir mon casque devant le joueur que je bloque, jamais dans son dos. Si j'ai mon casque dans son dos, ça s'appelle un bloc dans le dos, c'est illégal. Et finalement, la dernière chose, je dois avoir les mains ouvertes, Nicolas. Je ne peux pas empoigner l'adversaire puis le tirer. Ça triche un peu sur la ligne, mais si je tire en plus, puis ça paraît que je le fais perdre son équilibre parce que j'avais une main fermée sur son chandail, c'est une pénalité. Donc, avec vos yeux d'officiel, quand vous allez entendre ce week-end une pénalité appelée pour bloc illégal, qu'on vous montre la reprise, jouez le jeu, regardez. Est-ce que le joueur a gardé son corps devant lui? Est-ce qu'il avait la tête devant lui? Puis qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains? Ça va vous permettre de comprendre davantage les pénalités qui sont appelées sur le terrain. Important de mettre vos lunettes d'officiel parce que si vous posez la question à Sean McDermott, ceux-là qui étaient à Buffalo, ils ont oublié de mettre l'air. Oh!
Oh, diantre! Hey, vendredi, je m'en vais visiter avec mon plus vieux le célèbre cégep du Vieux-Montréal, le Spartiate en football. Il y a peut-être des choses qui avancent, alors ça sera une première expérience comme papa et comme futur agent d'un futur joueur NFL non je niaise. Mais par exemple, Spartiate, on va t'en reparler un autre tantôt derrière des portes closes. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.